Ce dimanche, les premières activités de terrain pour le nouveau gouverneur de Conakry et pourquoi la RTG n'a pas retransmis le match du Sili. Vous saurez tout dans ce journal. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président Alpha Condé, il s'est entretenu ce matin avec le premier responsable du conseil d'administration du groupe Trois-Gorges. Au menu de la rencontre, le barrage de Swapiti. Le chef de l'État s'informe du niveau d'avancement des travaux. Sanassi Keita. Le président de la République reçoit en audience ce dimanche le président du conseil d'administration du groupe chinois Trois-Gorges, spécialisé dans le domaine de la construction des barrages hydroélectriques, du développement, du transport, de gestion et d'exploitation d'énergie. Les échanges entre Professeur Alpha Condé et Lushun portent sur l'accélération des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Swapiti, qui a une capacité de 510 MW, soit 2 fois Caleta. La rencontre avec Monsieur le Président, puisque c'est ma première fois aussi, ma première impression, j'ai bien senti l'amitié chaleureuse du peuple guinéen. Dans les quelques dizaines d'années de la coopération sino-afrique, et surtout en Guinée, l'histoire de Trois-Gorges pourra revenir vers les années 60. Et aussi, on a eu tellement de soutien et aussi des relations amicales avec le peuple guinéen. Avec le soutien du peuple africain ou bien du peuple guinéen, je suis sûr que le Trois-Gorges va encore développer en Guinée. Et aussi, je suis sûr certain qu'à travers cette coopération, le Trois-Gorges est prêt de faire la contribution pour le développement social de la Guinée. Lushun, président du conseil d'administration du groupe Trois-Gorges, s'y rendra ce lundi à Swapiti pour constater les premiers travaux de construction de cette infrastructure énergétique. Le ministre de l'Énergie se réjouit déjà de cette initiative. C'est un grand jour pour nous dans le développement de l'aménagement hydroélectrique de Swapiti. La visite de Monsieur le Président du conseil d'administration des Trois-Gorges, qui est un grand groupe de développement d'énergie, de transport et de gestion également d'exploitation, nous rassure davantage que le projet d'aménagement hydroélectrique de Swapiti a démarré et a très bien démarré. Une visite de chantier demain du président va lui aussi le rassurer que Caleta a été très bien réalisé et que Swapiti aussi a démarré. Donc ces engagements pris auprès du président de la République vont nous aider à réaliser Swapiti comme Caleta a été réalisé vite et bien. 58 mois, c'est le délai d'exécution des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Swapiti. Le génie créateur chinois Trois-Gorges promet d'être non seulement dans le délai imparti, mais aussi et surtout réaliser cet ambitieux projet du professeur Alpha Condé dans les règles de l'art. Juste après cette édition, vous pourrez suivre le séjour du chef de l'État en Arabie Saoudite. Ce sera dans la rubrique Info Plus. Les chrétiens du monde entier célèbrent la fête pascale ce dimanche. Pâques symbolise le 3e jour de la résurrection du Christ. Dans les paroisses de Conakry, l'événement est célébré dans la ferveur et les prières pour la paix. Marie-Angélique Bangoura. Au son des tambours, des castagnettes et des acclamations, ils célèbrent le Christ ressuscité en ce jour de Pâques. Les églises sont fleuries de fidèles. C'est une célébration qu'aucun chrétien ne veut rater. Après 40 jours de jeûne, de prière et de pénitence, les fidèles présentent leurs différentes requêtes au ressuscité. Il faut que Dieu continue à sauver le peuple de Guinée comme il a toujours fait, mais surtout il faut qu'il fasse en sorte que les Guinéens comprennent que pour nous hisser au même niveau que les autres pays, il faut que les Guinéens commencent d'abord par aimer leur pays et travaillent pour créer la richesse. Le mystère pascal révèle la manifestation de la foi de plusieurs personnages témoins de la résurrection de Jésus. Et les femmes sont à l'épicentre de cet événement.
à l'image du rôle joué par Marie, mère de Jésus, Marie, mère de Cléophas et Marie-Madeleine dans la Bible. Aujourd'hui encore, les femmes sont à l'honneur pour porter l'évangile dans le monde. Nous devons montrer de bons exemples partout où nous sommes, que ce soit dans le quartier avec les cohabitants, que ce soit dans le service. Nous devons toujours montrer de bons exemples. Que je profite de l'occasion pour dire aux femmes, à toutes les femmes d'ailleurs catholiques de la Guinée, de prendre l'évangélisation au sérieux et puis de prendre la vie de la société au sérieux. Pâques interpelle chaque chrétien à poursuivre la mission ecclésiastique que Dieu lui a assignée. La mort qui était devenue l'épine dorsale du péché, ce devant quoi l'homme craignait, a été désormais vaincu. C'est dire que plus rien n'a le pouvoir sur l'homme, puisque le Christ, prenant la condition humaine, a été capable de ressusciter. C'est dire que l'homme, dans quelques situations où il pourrait se trouver, est lui aussi capable de ressusciter quand il met sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aussi appelés à contempler ce mystère en ne restant pas assis, mais en allant dehors pour aller retrouver nos frères et sœurs comme Marie-Madeleine pour annoncer que Jésus est ressuscité. Et cela suppose que nous aimions le Christ autant que l'Église en laquelle ce mystère s'est révélé. La Pâque, c'est la fin du carême. Elle donne lieu à un repas festif et riche. Elle marque le retour de la vie, de l'abondance, de la victoire sur la mort et apporte la joie du ressuscité. On va se rendre dans deux autres églises pour voir comment Pâques a été célébré ce dimanche. Les églises de Keitaya et Anta ont fait le plein de fidèles, tous venus célébrer la fin des 40 jours de jeûne et prier pour la paix en Guinée. Ça, marathon. Ici, à l'église de la réconciliation et guérison de Keitaya, ils sont des centaines de fidèles chrétiens à célébrer Pâques. L'événement marque la résurrection du Christ, un symbole qui fortifie la foi de ses croyants. Christ ressuscité signifie pour l'humanité la victoire de la vie, la victoire de la liberté sur la mort et sur l'oppression. Donc, Jésus-Christ est mort, gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Nous sommes désormais libres de nos décisions, libres de nos choix. Donc Christ apporte la paix, il apporte la joie et toutes les nations se réjouissent en cela. Cette résurrection nous fortifie parce que sans la résurrection, on ne parlera pas de chrétiens aujourd'hui. Quand on parle de chrétiens, c'est parce que Jésus-Christ a été ressuscité. Donc c'est en cela, c'est l'une des plus grandes fêtes chrétiennes que nous fêtons aujourd'hui. À l'image de cette église, Pâques a également connu une forte mobilisation des croyants de l'église protestante évangélique d'Antag. Là, la fête est célébrée sous le signe du pardon et de l'unité des églises. Quand Christ est mort sur la croix, le voile s'est déchiré. Ça veut dire que désormais, il n'y a plus d'ethnie, ni de religion, ni de groupe d'individus, ni de classe sociale dans la maison de Dieu. Les femmes, les pauvres, les riches, les blancs, les noirs, toutes les ethnies ont accès dans la maison de notre Dieu. Et que l'amour de Dieu appartient à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Pâques, c'est aussi un moment de joie, de prière et de partage entre les fidèles chrétiens. Et puisqu'on parle de prière, dans les paroisses, une église est en cours de réhabilitation à Yataya. Les travaux sont financés par une ONG internationale. Il vient d'être lancé d'ailleurs en présence de plusieurs fidèles chrétiens. Mamadou Paté Baldé. C'est dans une immense joie et une profonde émotion que les fidèles chrétiens de l'église Sekina de Yataya, dans la commune de Ratoma, ont assisté à la pose de la première pierre de travaux d'extension de leur église. Lancés dans le cadre de la célébration de la fête des Pâques, les travaux sont entièrement financés par l'ONG Guinée-Fondis International West Africa. Notre ONG Guinée-Fondis International West Africa se donne comme sacerdoce s'impliquer dans le développement socio-économique de notre chère Guinée, en construisant des mosquées, des églises, des édifices publics, marchés,
des maisons des jeunes, centres de santé, des postes de santé, des pistes rurales, des forages. Cet édifice, qui sera bâti sur une superficie de 700 mètres carrés, comprendra un bâtiment de l'église d'une capacité de 700 places assises, un bloc de 3 étages composé de bureaux pour le pasteur, une salle pour les enfants et des logements, le tout exécuté par l'entreprise Sinosarl. Je prends l'engagement devant cette auguste assemblée de bien vouloir réaliser les travaux dans les délais sans préjudice de retard. Implanté depuis 1990 en Guinée, en provenance du Nigeria, Sekina, qui signifie gloire à Dieu, couvre la totalité du pays avec plus de 500 fidèles. À cause de sa grandeur, la nécessité d'un local approprié s'impose. Nous ne cherchons que ça. Et Dieu a répondu à l'une de nos prières et nous sommes dans la joie. Déjà, les premiers agrégats commencent à venir et l'ONG Guinée-Fondis International West Africa s'active vers le lancement proprement dit des travaux. À Dinguiraï, les fils ressortissants et résidents de la localité de Mbonné commencent par la réhabilitation de leur lieu de culte. Une mosquée construite depuis 1936, ils ont entièrement financé les travaux. Kerna Ousmane Diallo. Cela fait 7 ans qu'ils ont initié la construction d'un lieu de culte de cette dimension. Bâti pour accueillir 500 fidèles musulmans, la grande mosquée de Mbonné symbolise la détermination des fils de ce district de la sous-préfecture de Banoura à s'investir pour le rayonnement de l'islam et le développement de la zone à travers la construction d'édifices modernes. C'est pour encourager la pratique de l'islam, parce que l'ancienne mosquée était devenue non seulement petite, mais elle n'était plus, elle remplissait plus les conditions. L'acquisition des matériaux était devenue difficile, la paille dorée, et les bois, les bambous. Finalement, le village a décidé de remplacer cette mosquée couverte de paille avec le monument que vous voyez là. Avec la construction de ce lieu de culte, un nouvel élan est amorcé dans le développement communautaire de Mbonné. Les fils de la localité veulent mettre les bouchées doubles afin de réaliser certains projets et faire de leur district un modèle de développement participatif. Situé à 45 km de Dinguiraï, Mbonné peut compter sur certains atouts. Compte tenu aussi que Mbonné est un grand centre de négoce, il y a un marché à bétail important ici et d'autres activités commerciales. Il serait souhaitable de faire un crédit rural, construire un crédit rural. Et vu la volonté avérée manifeste de la couche féminine dans le cadre de l'alphabétisation, donc il serait bon de faire un centre NAFA. La promotion du développement à la base est un des axes majeurs de la politique de décentralisation. L'exemple de Mbonné avec la construction de cette mosquée est encouragé et suscite l'attention des administrateurs territoriaux. Avant, on disait des préfets de commandement. Aujourd'hui, nous sommes des préfets de développement. Donc, voir justement ces infrastructures sociales se développer, réellement, c'est un motif de fierté. Tournés vers la modernisation des infrastructures socio-économiques de leur localité, les fils de Mbonné entendent poursuivre la dynamique amorcée à leur niveau, tout en menant des plaidoyers pour le financement des projets en faveur des habitants du district. Pourquoi la RTG Coloma n'a pas diffusé le match du Sili National vendredi dernier? La réponse tout à l'heure avec Omar Dieng. En attendant, les travaux de construction d'un nouveau rectorat sont lancés à l'université de Sonfonia. L'institution lance ainsi les festivités de célébration de ses 10 ans d'existence, un anniversaire sur fond de réalisation infrastructurelle. Le bloc administratif vient d'être inauguré. Francis Collier. Ce bâtiment R+1 va désormais abriter le personnel administratif de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Il comprend 25 bureaux entièrement équipés, une salle de réunion, un magasin et 4 blocs de toilettes. L'édifice est réalisé sur fonds propres de l'université grâce à la politique du gouvernement. En 2005, nous avons mis l'accent sur la nécessité absolue d'en faire une université d'excellence. Nous avons estimé que les fondements réels d'une université d'excellence reposent sur le développement des infrastructures, le développement des programmes d'enseignement. L'année 2007
est celle de l'entrée dans le système LMD dans les universités guinéennes avec des programmes rénovés. À partir de cet instant, nous avons créé progressivement 16 programmes de licence qui trouvent aujourd'hui leur répondant dans des programmes de master. Depuis sa création en 2005, les autorités de l'université devraient faire face aux défis d'infrastructure. Aujourd'hui, le pari semble gagner à travers la réalisation de 6 amphithéâtres, un résultat qui donne espoir au gouvernement. L'engagement de l'université à vouloir changer positivement la physionomie de son institution est bien perçu par l'autorité de tutelle et par le gouvernement qui salue à la fois ce sursaut et cet effort d'adaptation aux nouvelles normes pédagogiques. En tout état de cause, le gouvernement et le chef de l'État vous accompagneront dans vos efforts de qualification et de modernisation de l'université de Sonfonia. Il y a 8 mois, le président de la République était dans cette université et il a entretenu à l'époque un dialogue très très riche, non seulement avec les étudiants, mais aussi avec les enseignants et avec le corps administratif. L'accent a été mis sur la modernisation nécessaire de l'enseignement en Guinée, de l'enseignement supérieur en particulier. Ces infrastructures de qualité offrent à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia une performance qui pourrait mieux s'apprécier à travers les contenus des programmes enseignés. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images. Il a été installé dans ses fonctions il y a juste quelques jours et déjà le nouveau gouverneur est sur le terrain. Le général Mathurin a lancé hier une vaste opération d'assainissement et de déguerpissement des artères dans Kaloum. La campagne va durer 3 jours. Moussa Bangoura. C'est une action de déguerpissement enclenchée par le président du conseil de ville, général Mathurin Bangoura. Elle consiste à débarrasser la capitale des encombrements physiques. Les dépotoirs d'ordures, les ateliers de menuiserie et autres garages sur la corniche nord, Tombo-Corentin ont été complètement dégagés. Le déguerpissement aujourd'hui, c'est dans la commune de Kaloum. On continue dimanche et lundi, on continue. Nous allons terminer pour la commune de Kaloum lundi. Parce que demain matin, quand on va finir avec le marché de Yangema, on va directement au marché Niger. Les gravats qui sont là, on va commencer à ramasser à partir du matin. Donc quand nous aurons terminé avec la commune de Kaloum, on va aller dans la commune de Dixine, dont nous allons commencer à visiter. La commune de Dixine aussi, ça va être au marché. L'autre priorité de cette opération, c'est le dégagement des vieux véhicules le long des artères par les forces de sécurité. Désormais, un parking payant sera réalisé sur le site afin de rendre la circulation fluide. On l'avait annoncé au départ que nous irons jusqu'au bout. Nous irons dans le sens de l'éradication des taudis, des bidonvilles. C'est dans ce cadre que nous sommes en train de travailler. Nous ne faisons rien au hasard. Nous avons nos outils de planification. À partir d'aujourd'hui, il y aura des piquets pour encercler systématiquement les lieux dégagés et aussi des équipes de brigades de surveillance et de contrôle seront instituées ici. Nuit et jour, ils seront là pour empêcher à ce que les gens ne reviennent. Sur le même trajet, le petit marché qui est juste derrière la maison centrale sera délocalisé dans l'enceinte de la gare du chemin de fer. Les taudis et baraques qui sont à l'intérieur et aux alentours de la gare vont disparaître avant le 15 avril prochain. Prochaine étape, la commune de Dixine. Les femmes de la FESABAG célèbrent à leur façon le mois de mars. La FESABAG, c'est la Fédération syndicale des banques et assurances. Ces dames ont organisé un séminaire de formation, une rencontre pour renforcer les capacités des participantes. Maroufba Saïdou Diallo. C'est une autre facette de la célébration du mois de la femme en Guinée. Ici, les femmes professionnelles des banques, des services d'assurance et de microfinance renforcent leurs capacités. Licenciement abusif et emprisonnement, apport des femmes au sein des entreprises sont les principaux thèmes de cette formation. Nous, les femmes de la profession banque, microfinance et assurance, on s'est dit que si on voulait réellement atteindre nos objectifs, il était temps d'arrêter les danses et les mamayas.
Il était temps de nous prendre en charge en organisant des séminaires, des rencontres, des échanges, juste pour nous aider pour franchir le pas. Avec les formateurs et la Fédération syndicale autonome des banques, assurances et microfinances de Guinée, toutes les questions liées à la responsabilité des femmes dans le secteur bancaire ont été abordées. Le rôle combien important de la femme dans le circuit bancaire a longuement été exposé. On leur a conseillé de dénoncer tout responsable qui serait coupable d'un harcèlement à l'endroit des femmes, de dénoncer. Ça nous permettra de lutter efficacement contre ce fléau qui hante aujourd'hui le secteur financier guinéen. Nous avons également parlé de l'emprisonnement et la détention des femmes. On a dit que cela doit se faire conformément aux lois de la République, mais la sensibilité de la femme fait que la loi même prévoit beaucoup de choses pour mettre une femme en prison. Il y a une procédure vraiment longue et chacun doit en tenir compte parce que la femme est sensible. La relève est bien assurée. Les Amazones du secteur banque, assurance et finance ont décidé de se prendre en charge et non seulement de mettre en place leurs compétences, c'est-à-dire de prouver leurs compétences, mais en même temps de lutter contre tout ce qui se passe d'anormal pour la satisfaction de la clientèle. Mais en contrepartie aussi, elles demandent à ce qu'on reconnaisse obligatoirement le travail bien fait et qu'elles accèdent aux postes de responsabilité qu'elles méritent. Après avoir dénoncé les discriminations dont elles sont souvent victimes, les actrices de la FESABAG ont invité leurs collègues à plus de responsabilités. Elles exhortent les femmes à mettre en valeur leur savoir-faire et à maîtriser les droits et les devoirs prévus dans le Code du travail pour se faire une place dans les entreprises. Koya, la mutuelle des femmes de cette localité sort d'une importante réunion. Elle a tenu son assemblée générale élective. La nouvelle présidente du conseil d'administration supervisera les sous-préfectures de Wonkifon, Kouria et la commune urbaine. Le point avec Manguedan Toumassouma. C'est dans cette ambiance folle que les femmes de Koya ont annoncé les couleurs des travaux de la première assemblée générale de leur mutuelle. La création de cette institution de microfinance pourrait-elle changer le quotidien des adhérents? Le préalable, c'est de sensibiliser les femmes pour la compréhension de l'intérêt et de l'utilité de cette MIFA pour les femmes. Parce qu'en fait, elles ont une mauvaise compréhension de la chose. Instance supérieure de décision, l'Assemblée générale a abouti à la mise en place des organes dirigeants, à savoir le conseil d'administration, le conseil de surveillance et celui des sages. Après cette étape, nous allons passer à l'identification d'abord du siège. Et s'il y a aménagement, on va l'aménager ensemble et on va l'équiper ensemble. Et probablement faire un recrutement pour les fils et des filles de Koya. Comme c'est la MIFA, ça sera uniquement que des filles de Koya qui vont gérer cette banque. Les autorités communales et préfectorales se sont associées à ces femmes pour partager leur joie. La tenue de l'Assemblée générale de notre MIFA revêt une signification profonde et un intérêt évident que cette couche importante de notre société manifeste envers le président de la République, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, pour tous ces bienfaits en faveur des femmes. Pour les bénéficiaires, ce rêve tant attendu est devenu aujourd'hui une réalité. À ce jour, 1500 associés sont fichés dans les sous-préfectures de Wonkifon, Kouria et la commune urbaine de Koya. Un chiffre qui pourrait accroître dans un bref délai, à en croire la présidence du conseil d'administration, Adja Aminata Kololeketa. Pour dire que vous pourrez retrouver cette édition d'information sur le site de la RTG, mais aussi sur notre site partenaire guinée7.com. La suite du journal. Le plus dur commence pour la Confédération patronale des entreprises de Guinée. Après avoir été désignée patronat le plus représentatif du pays, la CPEG se voit lancer le défi de rester à ce classement. Un classement qui se fait d'ailleurs. Hier, la structure a organisé une réjouissance dans ce sens. Mangafo Touré. Après la pluie, le beau temps.
La Confédération patronale des entreprises de Guinée a été désignée suite à une évaluation comme l'organisation patronale la plus représentative de la Guinée. Ce résultat est le fruit de dur labeur. Voilà qui porte la CEPEG à la tête des organisations patronales du pays. Ils ont donc le droit de s'offrir ce dîner comme des acteurs du secteur privé guinéen. Je place la présente cérémonie sous le signe de l'invitation du secteur privé à une unité d'action. Pour que notre avenir commun soit meilleur, nous devons faire du secteur privé un outil unique dans son unité et sa diversité au service de l'émergence de la Guinée. Les partenaires trouvent en cette occasion l'opportunité de mieux organiser le secteur privé guinéen. On lui a bien travaillé, mais ce que nous allons lui demander, c'est de ne pas dormir sur leur laurier et de continuer à travailler. Faire en sorte de rassembler tous les patronats en un seul pour être plus fort. Par cette évaluation, le gouvernement entend réitérer l'intérêt qu'il accorde au secteur privé pour le développement de la Guinée. Je voudrais juste retenir le message d'espoir, d'unité et d'avenir qu'a lancé Madame la Présidente de la Confédération patronale des entreprises de Guinée, appelant à l'unité patronale, de manière à ce que nous, gouvernement, nous ayons en face de nous des interlocuteurs représentatifs, mais également diversifiés, de manière à mieux adresser les différentes questions liées au droit du travail, au droit social, à la protection des travailleurs et à la promotion de l'emploi. Je voudrais donc remercier les acteurs, les membres, j'allais dire, de la CEPEG et les inviter à travailler avec les autres organisations patronales afin de présenter un front uni du secteur privé pour que notre pays s'inscrive donc dans une dynamique de croissance et d'émergence. Le siège de Topaz Multiservice, dont le PDG est membre de la CEPEG, a servi de cadre pour la cérémonie. Une occasion pour les invités de visiter les installations de l'industrie. Vendredi, avant-hier, le Sili de Guinée jouait contre le Malawi, 0 but partout. Mais pire que le score, les Guinéens n'ont pas pu suivre le match. Pourquoi? Pour répondre à cette question, je reçois sur ce plateau Omar Dieng, journaliste sportif, notre spécialiste maison. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et je voudrais vous dire tout de suite, si nos téléspectateurs, notre public, donc nos téléspectateurs n'ont pu suivre ce match en direct de façon claire, c'est parce que la Fédération guinéenne de football, la Confédération africaine de football, c'est-à-dire l'organe panafricain auquel cette fédération est affiliée, et Sport 5, l'agence chargée de la commercialisation des droits médias des matchs, ces trois entités jettent le bâton dans les roues de la RTG pour la couverture en direct et sur satellite des rencontres du Sili national. Je vais vous lire de façon précise quelques extraits d'un document de la CAF que la Fédération guinéenne de football a envoyé au ministère de la Communication pour dire que ce match Guinée-Malawi va être produit par la société de production télévisuelle Mediapro qui a l'exclusivité. La RTG n'a pas le droit, selon la CAF, parce que la CAF est propriétaire exclusif des matchs. Donc, disant que Mediapro a l'exclusivité de la production du signal et que Mediapro doit donner le signal à la RTG qui doit le diffuser sur le réseau terrien et hertzien, mais pas sur le réseau satellitaire parce que cela permettrait à d'autres télévisions à l'extérieur de pirater l'image. Voilà donc les obligations de la RTG et le texte dit ceci: tout paiement et reversement de la CAF à la fédération hôte dans le cadre de la compétition préliminaire sont conditionnés par la pleine exécution dans les délais impartis par la fédération hôte et le télédiffuseur hôte de leurs obligations. Cela veut dire qu'il y a des ristournes dans les droits médias qui sont reversés à la Fédération guinéenne de football, mais que ces reversements et ces paiements sont conditionnés par l'exécution par la Fédération hôte et par le télédiffuseur hôte, c'est-à-dire de la RTG, des exigences de la Confédération africaine de football.
Et d'autre part, le texte ajoute, en cas de non-respect des engagements par une fédération membre ou de diffusion frauduleuse du signal audiovisuel de match, l'équipe nationale concernée sera exclue de la compétition préliminaire et sera suspendue pour la prochaine édition. De façon claire, le texte veut dire, si la Fédération guinéenne de football ne renonce pas à ses ristournes, alors si la RTG diffuse le match en direct et sur réseau satellitaire, c'est le CILI national qui va être suspendu. Ou bien, il y a une autre option. La fédération renonce à ses ristournes. En ce moment, le télédiffuseur hôte peut diffuser le match sur le réseau satellitaire sans que le CILI national, sans que l'équipe nationale ne soit suspendue. Cela veut dire, face à ce problème, il y a deux options. Il y a deux options et nous regardons un peu ce qui se passe en Afrique, parce qu'autour de nous, quand les Lions de la Teranga jouent, le match passe en direct sur les antennes de la RTS. Oui. Quand les éléphants de Côte d'Ivoire jouent, le match passe en direct sur les antennes de la RTI. Les aigles du Mali, exactement la même chose. Oui. Les Bafana en Afrique du Sud, la même chose. Cela veut dire que, de façon claire, les fédérations de ces pays ont renoncé à leur ristourne. Cela permet donc à la télévision nationale de diffuser en direct et sur réseau satellitaire les matchs de ces équipes. Et cela veut dire aussi que chez nous, la Fédération guinéenne de football n'a pas renoncé à ses ristournes. Cela donc empêche la RTG de diffuser en direct et sur réseau satellitaire les matchs du CILI national. Et si cela est fait, on nous brandit l'épouvantail de faire suspendre le CILI national. Quand on nous dit que si vous diffusez le match en direct, c'est la Guinée qui va être suspendue, il y a de quoi reculer. Nous reculons. Mais toute analyse faite cette fois-ci, nous comprenons que c'est parce que la Fédération guinéenne de football a pris l'autre option, celle qui consiste à préserver ses ristournes, quitte à passer les matchs sur réseau terrestre ou en différé, et sans que le CILI national ne soit suspendu. Je pense qu'il faudrait, pour résoudre ce problème, qu'il y ait une rencontre quadripartite. La RTG, le ministère de la Communication, dont relève la RTG, la Fédération guinéenne de football, et le ministère des Sports, dont relève la Fédération guinéenne de football. Je précise que la Fédération est un organe délégataire du pouvoir de l'État à travers le ministère des Sports. Donc elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Il faut que cette rencontre soit organisée pour que ce problème soit résolu de façon interministérielle. Et c'est pourquoi, sentant le mal venir, et j'ai voulu, à quelques jours de ce match, aller expliquer tous les contours et les alentours du problème au ministre de la Communication qui ne m'a pas reçu, mais je sentais le mal venir. Le mal est venu. Je pense maintenant qu'il faudrait que les deux ministres, même si c'est en conseil des ministres, ou en tout cas en rencontre interministérielle, la fédération à côté, la RTG à côté, qu'on discute entre les ristournes de la Fédération guinéenne de football et le peuple de Guinée. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Moi, je choisis le peuple de Guinée. Merci beaucoup, voilà. Omar Dieng. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif, spécialiste maison, et on aurait pu suivre cette rencontre si la Fédération guinéenne de football, on aurait pu retransmettre cette rencontre si la Fédération guinéenne de football avait accepté de renoncer à ses ristournes. Juste après cette édition, c'est-à-dire tout à l'heure, vous pourrez suivre le séjour du chef de l'État en Arabie Saoudite. Ce sera dans la rubrique Info Plus. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision guinéenne. Bonsoir.